Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui derrière son épaisse carapace et ses dehors parfois ronchons, voire rugueux, n'a jamais totalement perdu son âme d'enfant, qui reste un des moteurs essentiels de notre obsession commune pour le 7e art. Ceci étant dit, notre vif attachement à nos années en culotte courte fait également que c'est avec toute la vigueur et l'exigence de nos cerveaux d'adultes que nous accueillons les projets qui ont pour ambition de se promener dans les allées de nos enfances. Par exemple en mettant en scène au hasard des Lego, car oui, les revoilà les petits bonshommes et leur cargaison de pop culture de retour dans la grande aventure Lego 2, et on va en causer avec un trio de figurines cinéphiliques. David Honora, salut David. Salut Thomas. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 176 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. La grande aventure Lego 2 nous ramène donc dans les rues en plastique de Bricksburg aux côtés des héros du premier volet, Emmett, Lucy et Batman, évidemment, des héros dont la vie harmonieuse va être menacée par l'arrivée d'une horde d'envahisseurs Duplo, ce qui va les pousser à partir explorer des mondes étranges et éloignés. Une éternité s'est écoulée depuis les effroyables événements du mardi des tacos. Nos vies ont sombré dans le chaos. Cette nouvelle vie nous a tous aguerris et endurcis. 2 cafés s'il vous plaît, un noir et un avec un léger soupçon de lait et 25 sucres. Aux commandes de cette suite, le duo Lord et Miller a passé la main à Mike Mitchell, réalisateur entre autres de Troll, de Shrek 4 et de l'inoubliable Deutsch Bigaloo, gigolo à tout prix, en VF. Au casting vocal, on trouve Chris Pratt, Elizabeth Banks et Will Arnett qui rempilent et sont accompagnés de tout un tas de guests comme Kobe Smulders, Jonah Hill, Channing Tatum et j'en passe. Votre avis sur cette grande aventure Lego 2, les amis? Tiens, Perrine Kenson, toi qui avais aimé le premier grande aventure Lego, tu es bien la seule autour de cette table. Je te out avec avec une grande violence. Je suis désolé. Perrine. Oui, j'ai cru comprendre que j'étais un petit peu la seule en discutant avec mes camarades hors micro. Mais là, pour le coup, donc j'allais vraiment voir le deuxième avec beaucoup de joie, hein, soyons honnêtes. J'ai vu le premier beaucoup de fois. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de joie. Et comme toute personne qui vient la fleur au fusil, je me suis pris une grosse porte dans la figure. Donc ça a été un petit peu violent. Est-ce que c'est la faute au nouveau réal? Je ne pense pas non plus, vu que Lord et Miller sont encore au scénario. Donc je ne pense pas que ça soit du tout de sa faute. J'ai du mal à expliquer pourquoi je n'aime pas ce film. Je trouve que, en fait, à la fin du premier, on avait cette idée que d'un seul coup, oh là là, on était dans un monde de Lego, on se retransposait dans la vie réelle, c'était hyper méta, et je trouvais que ça marchait plutôt bien sur la fin du premier film. Et là, donc une fois qu'on a outé cette histoire de méta, il faut continuer là-dedans. Et là, pour le coup, les liens entre l'univers Lego et le monde réel est beaucoup plus présent, arrive beaucoup plus souvent dans le film. Et je trouve que concrètement, ça ne fonctionne pas du tout en termes de storytelling. En fait, pour être honnête, je vais peut-être avoir l'air bête, mais moi, j'ai quasiment rien compris au film, en fait. Enfin, sincèrement, je pense que j'ai quasiment rien pigé au film. Il a quelque chose de très bêta, il a quelque chose de très... On est passé de méta à bêta, si je peux comprendre. C'est ça, on est passé de méta à bêta, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose où le premier s'amusait un petit peu sur les références, évidemment, s'amusait un peu à avoir ce personnage d'éternel optimiste et qui finalement par son optimisme arrive à rallier une cause, et je trouvais que c'était plutôt amusant l'idée que chacun pouvait être unique en son genre malgré le fait qu'on soit tous faits par une même matrice. Enfin, je trouve qu'il y avait quelque chose de plus amusant, et là d'un seul coup ce personnage qui est éternellement positif est juste agaçant. Le film est en permanence vient rappeler des concepts, vient rappeler des références qui finalement sont beaucoup trop lourdes dans le film. Les passages en live action pourquoi j'ai pas d'autre mot à part pourquoi. Et puis c'est juste que pour moi dans le premier, c'était un petit peu dans l'idée de Toy Story, c'est-à-dire qu'une fois qu'on était dans le monde réel, les Lego ne s'animaient plus. Il y avait juste un léger mouvement de Emmett dans le premier, mais là d'un seul coup, visiblement on est dans la vie réelle, c'est pas grave, on peut bouger, on peut continuer à vivre aussi. Donc il y a quelque chose où je comprends pas la limite, je comprends pas comment qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, je comprends pas comment ces deux espaces coexistent et en même temps ne coexistent pas. C'est beaucoup moins clair que dans Toy Story. Donc je dis pas qu'il faut faire Toy Story, c'est pas ça l'idée, mais là au bout d'un moment Toy Story il y avait des règles et elles sont respectées. Ici rien n'est respecté. Donc au bout d'un moment moi j'avoue que je me suis juste aussi profondément ennuyée. C'est pas très constructif de dire ça, mais clairement moi je me suis vraiment ennuyée pendant le film. David. Il y a pour moi en fait effectivement un problème qui intervient dès la fin du premier épisode où autant j'avais plutôt pris pas mal de plaisir
dans les 2 premiers tiers du film, avec certaines idées que je trouvais marrantes, l'animation générale des Lego que je trouvais assez réussie, et puis des petits détails, ne serait-ce que un des personnages qui a un Lego de plus ancienne génération avec un bout de son casque cassé. Et effectivement, il y avait des trucs comme ça qui renvoyaient à l'enfance et qui renvoyaient vraiment à l'utilisation de ces jouets et de ces objets, où je trouvais que la transposition fonctionnait. Et en fait, pour moi, le film, le premier épisode se casse la gueule à partir du moment où le pseudo-twist a lieu et qu'on comprend que tout ce qui nous a été raconté, c'est un père et son fils qui jouent avec les Lego, et que du coup, l'opposition repose là-dessus et sur la manière dont ils abordent ce jeu, avec le père qui en fait un truc beaucoup trop sérieux, et le fils qui essaye de s'amuser avec plus d'imagination et vraiment une âme d'enfant. Et en fait, le 2 s'inscrit dans cette logique-là, avec une forme d'abstraction un petit peu différente, qui est que à travers l'invasion des Duplo, en fait, on suit l'opposition de 2 modes de jeu, en fait, entre le petit garçon qui est un peu grandi et sa petite sœur, qui elle aussi apporte une nouvelle manière de jouer avec les Lego. Le problème, c'est que cette règle-là, cette règle narrative qui est que normalement tous les personnages Lego qu'on voit à l'écran sont des avatars manipulés par des personnages humains, ça n'est absolument pas traité comme ça. C'est-à-dire que le film joue sur les 2 tableaux. À la fois, il essaye de donner une personnalité propre aux personnages Lego. À la fois, il dit que en fait, ce sont des humains qui les manipulent, et en fait, il tranche ni dans un sens ni dans l'autre, et il additionne effectivement, Perrine en parlait, des références qui semblent complètement hors personnage. C'est-à-dire c'est absurde que le garçon, à un moment, il y a une séquence où on voit défiler toutes les machines dans le temps possibles et imaginables de la pop culture. Et enfin, pourquoi ce petit garçon se mettrait à faire ça avec ses Lego, et on se retrouve du coup dans un truc qui juste ne fonctionne pas, parce que le film et tout l'univers en fait s'est empêtré dans un arc narratif qui a une impasse. Puis aucune règle n'est respectée. Voilà ce que tu disais, aucune règle n'est respectée à aucun moment. Et ça heurte l'esprit un peu contrôle fric de David Honora. Et oui, non, mais en plus, alors, en fait, dans ce sens-là, moi, il y a un film auquel j'ai repensé et qui avait été justement attaqué à l'époque et qu'on avait beaucoup défendu dans nos cinés sur la manière de manipuler les références et la pop culture, c'est Ready Player One. En fait, justement, pour moi, Lego 2 est une démonstration de plus de ce qui faisait l'intérêt en fait de Ready Player One. Dans Ready Player One, certains des spectateurs reprochaient la manière dont les références étaient détournées et allaient, par exemple, dire que c'est pas possible que le géant de fer se comporte de telle manière parce qu'il est censé être pacifique ou quoi que ce soit. Sauf que, justement, la règle de base de Ready Player One, c'est qu'on a des humains qui utilisent toutes les références de la pop culture pour s'en faire des avatars, mais qui se réapproprient personnellement. Comme sur Internet, c'est pas parce qu'on a un avatar de Vegeta qu'on va se comporter comme Vegeta dans Dragon Ball Z. Et ce qui dans la vie de tous les jours est un peu compliqué de toute façon. Et, oui, voilà, mais du coup, il y a un truc qui est assumé et qui fait que les références sont le décor et les costumes des personnages, mais ne sont pas directement impliquées dans la narration, en tout cas pas pour ce qu'elles sont en tant que référence. Alors que là, on a l'impression dans Lego 2 qu'on est dans la note de bas de page permanente et dans une sorte de recherche de connivence un petit peu pourrie, et je pense que Stéphane va pouvoir en parler. Dès le début du film, il y a des tentatives de références directes à l'univers de Mad Max, ouais, qui sont très énervantes parce que on n'y croit pas. Dans le film tel qu'il nous a été présenté, ça n'a aucun sens.
Stéphane? En fait, je pense que la problématique du méta dans Lego, et c'est pas lié uniquement à ces films-là, hein, c'est un truc qui existe chez Lego depuis un moment maintenant, parce que par exemple là, on voit les films débarquer depuis les années 2014, 2013, je sais pas quoi. Et en fait, avant de ça, il y a eu beaucoup de déjà les jouets en soi, si tu veux, qui reprenaient des licences existantes pour les Legoifier, on va dire. Et puis après, il y a les jeux vidéo qui racontaient des histoires. Il y en a énormément en fait. Il y en a, à une époque, il y en avait 3 ou 4 par an, des jeux. Et c'était des jeux narratifs en fait qui jouaient avec la notion des Lego, la notion des briques, et qui pour le coup, eux avaient des règles en fait vraiment très établies. C'était, on traitait Star Wars, on traitait, je sais plus, Harry Potter, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, tout ça, à travers Lego. Et en fait, c'est quelque chose que ces films ont fait complètement exploser en fait avec le twist. Alors déjà parce qu'il fallait raconter une histoire propre à ce film. Et tout en pompant complètement Matrix, là je parle du premier truc parce que c'est quand même il y a tout un truc avec l'élu, tout ça, etc. Enfin, grand truc cambélien traité par-dessus la jambe pour moi, même si c'était plutôt sympa à regarder. Et là, moi, où le film avait complètement foutu les choses en l'air, c'était effectivement dans le twist final, mais précisément en fait avec cette espèce de notion de dire on se bat en fait entre notre âme d'enfant et le business. Et avoir Lego en fait. Me dire ça alors qu'en fait ils ont justement perdu totalement l'identité qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire en fait le jouer toi-même, en fait fabriquer toi-même tes propres aventures quand t'es gamin, et en fait finalement te happer par des collections de jeux où encore une fois tu vas te retrouver dans des univers adjacents. Et ben en fait je me disais mais ils se foutent un peu de la gueule du monde en fait, c'est un truc de pas avoir l'air d'y toucher. Et forcément, enfin indépendamment de, j'ai même pas pensé à une suite éventuelle, mais effectivement ça fait sens que ça ne colle pas du tout avec avec ce qu'ils puissent construire derrière quoi. Donc voilà, donc le problème en soi pour moi c'est pas le méta proprement parlé, c'est ce qu'on en fait dans cette formule là. Et là le problème c'est que d'un seul coup en fait si on comprend pas l'histoire, si on comprend pas les règles dans cette suite là, c'est aussi effectivement parce qu'en fait c'est complètement abandonné ou sacrifié sur l'instant gag, l'instant vous avez pas compris comment ça marche ce passage là, mais en fait on va vous faire une référence à un film. Il y a un personnage qui disparaît littéralement comme dans Retour à le futur et il explique pas en fait scientifiquement, enfin en règle narrative en fait tout simplement comment ça marche. Il dit t'as vu Retour à le futur, c'est pareil, tu vois. Et tu fais ah ouais d'accord bon et donc en gros il suffit que j'ai les références pour que ça suffise en fait à raconter l'histoire. En plus ça suffit pas. Voilà. Et le truc c'est que il n'y a pas de volonté en fait de construire même ne serait-ce qu'une seconde de suspense, une seconde de rien de tout ça, parce que par exemple le personnage dont je fais référence, en fait, c'est un personnage qui, méta oblige, se retrouve en fait à avoir une espèce de look à la Snake Plissken, tu vois. Mais si t'as 2 grammes de QI, t'as compris qui c'est dans le film. Et en fait, si jamais t'as pas compris, en fait, il lui colle des raptors, tu vois, qui font de la muscu ou des trucs comme ça. Et donc tu te dis, ce qui est très sympa. Ce qui est le seul truc rigolo, c'est les raptors qui font de la muscu. C'est le seul truc un peu marrant où je souris, quoi. Mais si t'as pas compris que c'est le double de Chris Pratt, je suis désolé de spoiler, hein, mais c'est qu'en fait t'as effectivement pas plus de 5 ans d'âge mental en fait au moment où t'es en train de regarder le film quoi. Parce que voilà, enfin, et le problème c'est que du coup tu peux rien créer là-dedans, tu peux pas t'attacher. Et en ce sens-là, ils vont exactement à l'inverse de ce qu'ils voudraient éventuellement faire avec ce film-là, c'est-à-dire te rappeler ce que ça voulait dire dans ton enfance en fait de jouer avec des Lego. Alors moi, mon enfance est un peu lointaine maintenant, mais j'avais pas en fait tous les sets de Lego avec tout un tas de Batman, de machin, de bidule, de ninja. Mais du coup en fait, je construisais juste des baraques, des machins, des trucs avec mes Lego, avec mon frère, ma sœur, voilà. Et par essence, c'est pas possible. C'est un jeu que tu essayes d'adapter en récit. Et en fait, par essence, c'est pas possible. Donc effectivement, leur création d'origine, c'est-à-dire créer cette espèce de personnage optimiste, cette nana un peu, tu vois, dark, mais pas trop, enfin, et créer toute cette espèce d'aventure d'élu dans un univers qui existe, par fabrication, on va dire. Oui, ça, pour moi, ça pouvait pas tenir à partir du moment où tu le prends pas au sérieux. Ça pouvait pas tenir à partir du moment où tu considères pas qu'au-delà de la pirouette finale, c'est une histoire qui mérite le coup d'être racontée, qui mérite le coup d'être vécue. Ou alors, effectivement, le méta surpasse encore plus le reste. Et en fait, il faut avoir conscience de toute l'historique de Lego, de tout ce que ça est censé représenter. Mais même, j'ai l'impression que même les gens qui font le film, en fait, n'en ont pas conscience vraiment, quoi. Puis en plus, ils oublient de citer Anaconda comme référence méta. Donc ça, de toute façon, c'est toi qui le dis. Moi, tu as vu la référence? Faut voir entre les briques. Perrine.
Non, puis il y a un autre souci, c'est que, bon, après qu'on aime ou pas le premier, voilà, la question ne se pose pas plus que ça, mais ils avaient créé des sortes de petits gimmicks un petit peu dans le premier, donc c'est-à-dire par exemple de voir les objets se construire devant nous, de voir les pièces s'illuminer, de voir comment les choses allaient s'assembler, et hop, elles s'assemblaient, elles prenaient vie. Il y a quelques moments comme ça qu'on retrouve dans le film. Puis la chanson, la fameuse Everything is Awesome. Tout est trop génial. L'enfer, cette chanson. Oui, moi, je l'adore. Mais il y a des remixes. Mais non, mais là, le problème, c'est que justement, ce qui était plutôt donc amusant ou pas, c'est encore une fois question de point de vue dans le premier, dans le deuxième, il réutilise ça, mais de manière tellement forcée, tellement à coups de chausse-pied, que c'est fatigant. Enfin, tu te dis, mais c'est là où on est au degré zéro de la création ou de l'ambition, en tout cas de zéro d'ambition. C'est-à-dire, on a vu que Everything is Awesome, ça avait bien marché, c'était devenu un espèce de mini-tube de l'année à ce moment-là. Le gimmick de voir les trucs se construire parce qu'on est dans Lego, bah, ça avait fonctionné. Et puis là, on nous le remet, mais à toutes les sauces, et on réinvente une chanson qui ne fonctionne pas. Et en fait, finalement, c'est ça que moi aussi qui m'a fatiguée, c'est-à-dire que je vois tellement le côté recette et plus du tout le côté création, le côté tentative, que je me dis c'est vraiment dommage. Pour moi, ils ont perdu même ce qui était l'essence du premier, qui était l'idée de justement, grâce à Lego, on peut créer l'univers qu'on a envie de créer. Et là, ils créent rien du tout, ils ne font que réappliquer des recettes. Et moi, ça m'a vraiment déçu dans le film. David, il y a un autre problème, et je rejoins ce que tu disais, Perrine, sur le rapport avec la saga Toy Story, parce qu'on y pense forcément. Parce que plein des thématiques sous-jacentes sont liées, et il y a potentiellement dans ce film-là une thématique qui est intéressante et qui est censée être la morale de fond du film, c'est trouver comment un frère peut jouer avec sa sœur. Oui. Et le problème, c'est la même chose que ce que racontait tout à l'heure Stéphane sur le premier, c'est qu'il y a une incohérence entre la morale qui est censée porter le film et la manière dont elle est traitée. Et en fait, là, dans ce film, on a l'impression qu'elle est traitée comme une mantra publicitaire, en fait. C'est-à-dire que ce qui va être montré, c'est d'abord deux segmentations marketing. En gros, d'un côté, le garçon qui aime bien les vaisseaux spatiaux, les super-héros et tout, et la petite fille qui aime bien les trucs avec des paillettes et du rose, ce qui sont les segmentations marketing sur lesquelles le business de Lego s'est fait pendant très longtemps. Et la sorte de pirouette de fin, c'est de dire nous, on est Lego, c'est super, et on peut combiner les deux pour jouer ensemble. Sauf que ce truc donne l'impression, au contraire, d'installer une nouvelle segmentation marketing, c'est-à-dire de dire regardez, avec Lego, on prend conscience de notre époque et on va se positionner sur un nouveau créneau qui est en gros le Lego unisexe. Sauf que le problème, c'est que profondément, en se positionnant là-dessus, il renforce les trucs qui sont censés critiquer. Ouais. Et il y a quelque chose qui tombe à plat et qui surtout donne l'impression que la morale, elle est vraiment pas du tout sincère. Et un film qui repose sur une morale pas sincère, c'est difficile de s'y attacher. Quoi. Pour moi, c'était déjà le problème du premier film. Hein. Oui. C'est-à-dire, en l'occurrence, le souci là-dedans, en fait, c'est ils savent très bien qu'ils sont en train de jouer, enfin, Lord et Miller, ils savaient très bien qu'ils étaient en train de jouer avec une licence, en fait, qui empile les licences. Ils savaient très bien qu'ils étaient dans un espèce de truc Uber capitaliste, j'en sais rien, enfin Uber marketing, quoi. Donc, et en fait, ils se disent, on peut utiliser le Faucon Millenium à un moment donné parce qu'on a les droits, on le met, on le fout, ils arrivent et ça sauve la situation sans rien, en fait. Les persos n'existaient pas avant, ils n'existeront plus après, ça disparaît. Et en fait, leur logique, c'est mais c'est un gamin qui avait ça dans sa chambre à jouer et il l'a sorti, tu vois. Bah ouais, mais on fait pas du cinéma comme ça. Ouais. Enfin, pour moi, on fait pas du cinéma comme ça. C'est-à-dire qu'on se dit pas juste, ça serait super cool si, tu vois. Ok, tu l'intègres, tu travailles, tu cherches. Non, on peut le faire. Ah bon, on peut le faire, donc c'est très bien. Si ça plaît, y a pas de souci, quoi. Mais moi, en fait, et là, encore une fois, je ne mets pas le méta en cause. Hein. C'est-à-dire le méta, y a beaucoup de films méta que j'aime beaucoup. Hein. Last Action Hero, il y a plein de films comme ça où il y a une vraie construction à travers ça, en fait, à travers une question de se poser les questions sur les règles de la narration. Là, les questions se posent pas jusqu'à ce qu'on arrive à ce twist, où même donc les gens apparemment qui aiment le film et qui aiment le twist ont du mal avec la façon dont le twist va sur quoi ça va atterrir en fait dans les suites, parce que ça n'avait ni queue ni tête. En dehors on sauve notre cul en disant regardez, on fait un film market, mais en fait on le fait pas vraiment, on n'est pas dupe. Et ça, c'est d'une malhonnêteté, je trouve, intellectuelle extrêmement forte. Surtout sur un film qui est destiné aux enfants. Voilà. Mais, bon, bref.
Bref. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations. Évidemment, vous êtes libre de choisir l'univers vers lequel vous voulez nous emmener. Vous savez, c'est un espace de liberté totale. David. Alors moi, comme reco, je pensais à... C'est un film pré-Toy Story, mais qui est sorti vraiment juste avant Toy Story, la même année. Il s'appelle Un Indien dans le placard, réalisé par Frank Oz. Mais oui, bien sûr, je l'ai vu au cinéma. Ah, c'est... Putain, pendant une seconde, j'ai cru que tu allais dire un Indien dans la ville. Moi aussi, j'ai vraiment cru. J'ai aussi beaucoup vu Un Indien dans la ville. Et Un Indien dans le placard, donc c'est Frank Oz, c'est réalisateur de Dark Crystal, et puis c'est surtout un marionnettiste. Il faisait la voix de Yoda, etc. Et des Muppets aussi. Il a fait plusieurs il joue dans les Blues personnages Brothers. des Muppets. Miss Piggy. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui reçoit une armoire magique et dont le principe est que quand tu mets un jouet dedans, il devient vivant. Il prend vie, ouais. Ce qui fonctionnait en 95 en live, c'était plus facile de faire que tu prends un Indien, tu le mets dans le placard et puis ça devient un acteur qui joue le petit Indien. Et oui. Mais il y avait quand même pas mal et je me souviens, il me semble avoir vu, je devais avoir le DVD avec une sorte de making-of qui expliquait comment tu faisais pour créer des plans avec le petit acteur qui fait l'Indien à côté du petit garçon. Voilà, c'est un film, encore une fois, qui n'a pas forcément traversé les époques, mais que je trouve pas mal et qu'on peut mettre à côté des autres Madeleines comme Cœur de Dragon et L'Incroyable Voyage. Perrine. Ah bien, juste, je rebondis juste sur parce que moi j'avais pensé aussi à L'Indien dans le placard et qui est écrit par Melissa Mathison qui avait écrit E.T. quand même, donc c'est pas ça a pas traversé tout, mais c'était un film. Moi, j'en garde un souvenir très ému. Moi j'avais beaucoup aimé le film, pardon. Ouais. Et pour moi la reco, je vais pas du tout être originale parce qu'on en a parlé plusieurs fois pendant la chronique là, mais Toy Story 3 quand même, parce que en soi dans ce Lego 2, il y a quand même cette idée aussi à un moment donné. On met les jouets dans le carton et on arrête et on passe à autre chose. Il faut grandir et ces personnages sont traumatisés à l'idée de finir dans une boîte, quoi. Enfin, de terminer là-dedans. Il y a une histoire de prédiction là-dessus et tout. Donc il y a quand même ce même traumatisme. Voilà, la boîte, le puits de feu sans fond qui rappelle un petit peu la fournaise dans laquelle vont se retrouver potentiellement les jouets de Toy Story 3. Et voilà, je recommande plutôt Toy Story 3 qui, pour le coup, a des règles de départ qu'il respecte et qu'il ne jette pas à la première occasion parce qu'il ne sait plus trop quoi raconter, comme dans Lego 2, ce qui est bien dommage, malheureusement. Donc Lego 3, n'importe quoi. Elle recommande le prochain film qui va sortir, qui sera forcément meilleur que le deuxième. En espérant que Toy Story 4 foute pas tout en l'air. Exactement. Ça, effectivement, parce que Toy Story 3 était quand même une belle façon de conclure. Terminer, ouais. Stéphane. Moi, je me demandais où ça allait aller cette histoire de Lego, en fait, parce qu'à un moment donné, le problème, c'est que de toute façon, ils peuvent faire autant de films qu'ils veulent, dans l'absolu. Ouais. Tu vois bien que. Mais le truc, c'est que donc il y a cette histoire de Lego Aventure. Ils ont fait Lego Batman, ça a plutôt marché, et puis en fait, ils se sont plantés avec Lego Ninjago, je crois, qui est quand même leur propre création à la base. Voilà. C'est leur franchise. Et du coup, t'as envie de leur dire, faites attention quand même, parce que sinon, si vous continuez comme ça, celui-là, il a l'air de moins marcher que le précédent aussi. Si vous continuez comme ça, en gros, vous êtes en train de tuer la poule, quoi, aux œufs d'or, quoi. Donc moi, j'ai une suggestion. Parce que ça n'existe pas, et ça devrait exister. T'as un peu mis le doigt dessus tout à l'heure, et c'est moche, tu vois. Voilà. Et c'est, comment dire, il y a un grand film univers qui existe, s'appelle Anaconda, et en fait, il pourrait très bien créer Lego Anaconda, déjà en jeu vidéo, je le prends, j'y joue. Et puis ensuite, il l'adapte, tu vois, surtout, il le file pas aux deux Zozo, là, et voilà, quoi, il le file à Louis Loza, il le réalise lui-même, tu vois, et en fait, un remake en Lego du sien, quoi. Toutes les voix. Sinon, je vais faire ça en image par image, tout seul dans mon coin, et je vous le propose. Très bien, moi j'achète. Moi, on l'achète tous, je crois. Financer le Kickstarter. Stéphane Moïsakis fait Anaconda en Lego. Je crois qu'on va lancer un Kickstarter pour faire Lego Conda de Stéphane Moïsakis. Ce serait vraiment un grand moment. Maintenant, tu peux lancer. Maintenant, on peut mettre le tapis. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Solène à la technique, Juliette à la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.